existera-t-elle un jour? On va essayer de répondre à ces questions-là à travers plusieurs points de vue et à travers l'apport de tous les intervenants. Donc, nous allons tout d'abord parler un peu de la place de la santé dans la construction européenne, afin de donner des éléments de contexte. Ensuite, nous allons parler du projet d'une Europe de la santé qui a été porté ou qui est toujours porté par la France et par l'Allemagne, notamment suite à la pandémie de la Covid-19. Nous allons parler de ce qui se passe au niveau communautaire. Qu'est-ce que fait la Commission? Qu'est-ce que fait le Parlement pour mettre en place cette Europe de la santé? Et finalement, nous allons nous poser des questions sur les opportunités et les limites d'un tel projet. Est-ce que c'est réalisable? Oui ou non, et dans quelles limites? Et je pense que la diversité des intervenants que nous avons aujourd'hui, les parcours et les travaux, vont nous permettre de croiser les regards. Donc, je vais commencer par vous présenter. Donc, nous avons Madame la députée Véronique Treilleux-Lenoir. Bonsoir. Vous êtes députée européenne et porte-parole pour la santé du groupe Renew Europe au Parlement européen. Vous êtes professeur des universités en cancérologie et vous étiez chargé de l'enseignement de l'oncologie à l'UFR de Lyon-Sud, à l'université Claude Bernard Lyon. De 2005 à 2007, vous avez occupé le poste de conseiller scientifique à l'Institut national du cancer et vous étiez promu chevalier de la Légion d'honneur en 2008, ensuite officier de l'Ordre national du mérite en 2016. Vous avez une longue carrière au niveau français dans la lutte contre le cancer et en 2010, vous avez fondé et présidé le Conseil national de cancérologie. Aujourd'hui, en tant que députée européenne, vous portez votre combat au niveau européen, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et vous étiez tout récemment nommé Shadow Rapporteur pour le groupe Renew Europe pour travailler sur le programme EU for Health, donc le programme budgétaire pour la santé 2021-2027, avec un budget qui s'élève à 9,4 milliards d'euros. C'est un projet ambitieux, vous allez pouvoir nous en parler. Et vous travaillez aussi sur le rapport qui traite de la pénurie des médicaments au niveau européen. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Et vous allez nous éclairer sur ce qui se passe à Bruxelles, qui nous paraît un peu loin, ce qui se passe au niveau communautaire, pour nous expliquer, vous, en tant qu'actrice européenne, qu'est-ce que vous faites exactement. Ensuite, nous avons Madame l'ambassadrice, Madame Stéphanie Sédou. Vous êtes ambassadrice chargée des questions de santé mondiale au Quai d'Orsay depuis 2018. C'est un poste qui est en quelque sorte nouveau parce que avant que vous l'occupiez, c'était un poste d'ambassadeur thématique pour la lutte contre le VIH et les maladies transmissibles. Aujourd'hui, vous avez un mandat qui est plus élargi, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie mondiale, la stratégie de santé mondiale de la France. Et avant, vous êtes énarque, vous étiez ancienne inspectrice générale des affaires sociales et vous étiez notamment chef du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein du ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sous le mandat de Marisol Touraine. Merci beaucoup pour votre présence. Ensuite, nous avons Monsieur Gaël Courant. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur à l'école des hautes études en santé publique, EHESP, et directeur de l'ouvrage L'Europe de la santé, enjeux et pratiques des politiques publiques, qui est sorti en 2018. Vous avez coordonné aussi au sein de l'EHESP le module européen, l'intégration européenne dans les secteurs sanitaires et social 2014 à 2017. Donc, vous connaissez bien l'historique de l'Europe de la santé, vous allez pouvoir nous en parler pour nous donner des éléments de contexte. Donc, vous êtes diplômé en droit, vous avez fait votre thèse de sociologie sur l'Union européenne et les systèmes de retraite français en 2006. Donc, vous allez pouvoir justement nous éclairer plus sur le côté social de l'Europe de la santé, sociologique, pardon, de l'Europe de la santé. Et enfin, nous avons Madame Estelle Brosset. Bonsoir. Vous êtes professeure des universités en droit public. Vous êtes spécialiste de droit de l'Union européenne, que vous enseignez d'ailleurs à l'université d'Aix-Marseille. Et vous êtes une ancienne lauréate d'une chaire Jean Monnet de la Commission européenne et ancienne coordinatrice de centre d'excellence Jean Monnet de l'université Paris-Aix-Marseille, spécialisée dans les affaires européennes. Et vos travaux sont consacrés à l'étude du droit européen de la santé et de l'environnement. Donc, ça permet justement de faire le nexus entre deux thèmes très d'actualité au niveau européen. Et vous avez dirigé plusieurs projets collectifs de recherche, notamment le dernier qui s'appelle Droit européen et protection de la santé. Donc, avec vous, on va plus parler du côté des limites de l'Europe de la santé d'un point de vue des traités, etc., du côté un peu juridique. Donc, bonsoir à tout le monde. Et on va commencer peut-être notre débat avec Monsieur Courant sur l'Europe de la santé. Est-ce qu'elle a existé pendant le projet de la Constitution européenne? Quelle était l'ambition et où on en est aujourd'hui?
Alors, elle a existé même avant la commission, avant la construction européenne, puisque la communauté européenne de santé, c'est un projet qui date du tout début des années 50, qui est un projet qui est porté par la France, qui va échouer en même temps que la CED, et qui est un projet qui est assez ambitieux en matière d'intégration. Donc, ça illustre cette tentative que les historiens ont remis à jour il n'y a pas longtemps, qu'il n'y a pas de blocage essentiel sur la question de santé. C'est souvent quelque chose qu'on entend sur le fait que la santé n'est pas une matière européenne par nature. Non, dans l'histoire, il y a eu des essais pour faire une Europe de la santé et des essais qui ont plus ou moins réussi et tout au moins, on peut déjà signaler cette communauté européenne de la santé. Après, on va très souvent rappeler, on rappelle toujours hein, que les traités ne font pas, les traités rappellent que l'Union européenne n'a pas vocation à harmoniser les systèmes de santé. Mais néanmoins, de plus en plus de matières qui ont trait à la santé dans les espaces nationaux sont attirées vers l'Union européenne. Je vais tenter de dire un petit peu les mécanismes de cliquet qu'on aime bien développer dans la science politique. Par exemple, la libre circulation des marchandises va en partie s'appliquer à la question du médicament. Donc, à partir de là, il y a une matière qui essentielle devient une matière au moins en partie européenne. La libre circulation des personnes s'applique aux patients. Et puis, l'Europe de la santé, c'est aussi une histoire qui va se faire par un certain nombre d'initiatives. L'Europe contre le cancer du début des années 80, qui va être favorisée par un certain nombre de crises que l'Union européenne a su assez bien traverser, comme l'encéphalite spongéiforme bovine, qui a amené un accroissement de l'européanisation des questions de sécurité alimentaire. Donc, au final, si on cherche une politique unifiée et sur le modèle de ce qui existe dans un État, d'emblée, il n'y a pas de politique européenne de santé, mais l'influence de l'Union européenne dans le champ de la santé, elle est absolument pas négligeable. Je vais tenter de dire dans le quotidien d'un gestionnaire d'un établissement de santé français, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui viennent d'un environnement européen. Après, on va peut-être buter sur les moyens qu'ont les institutions européennes dans la mise en place d'une politique de santé. Voilà, il suffit de comparer un petit peu les effectifs du Centre de contrôle des maladies à version européenne avec son équivalent, enfin son équivalent, au moins ce qui a le même nom aux États-Unis, pour comprendre qu'on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur, ni même de comparer les effectifs de la Direction générale santé de la Commission européenne avec un ministère national, pour s'apercevoir qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens humains, les mêmes moyens matériels, les mêmes moyens financiers, tout au moins jusqu'ici. Donc, à partir de là, c'est un peu cette absence de pouvoir central, si vous voulez, qui rend difficile le fait d'identifier une politique européenne de santé. Néanmoins, que ce soit juridiquement ou politiquement, on ne peut pas dire que la santé n'est pas une matière européenne. Il n'y a pas une imagino dans les traités qui empêche l'Union européenne de s'occuper de la santé, et si c'est le cas, elle ne fonctionne plus très bien depuis très longtemps. Aussi, avant même les crises sanitaires, la jurisprudence de la Cour de justice a largement débordé cette question et attiré vers l'Europe un certain nombre de sujets de santé. On peut penser aux séries d'arrêts très classiques, genre Collet-Decker, qui sont sur la libre circulation des patients. L'arrêt CIMAP sur la question de l'application de la directive sur le temps de travail à l'hôpital. Donc, on a beaucoup de décisions importantes de l'Union européenne qui ont changé le quotidien des acteurs de santé au niveau national. Merci beaucoup. Votre analyse, vos éléments de contexte me font tourner vers Madame l'ambassadrice, Madame Sédou, pour vous demander, vous, en tant que représentante d'un État membre de l'Union européenne
Donc, ce sont les États qui donnent à l'Union européenne et les moyens et le pouvoir d'agir. Qu'est-ce que vous diriez du projet porté aujourd'hui par la France et l'Allemagne pour une future Europe de la santé, de l'impulsion au moins du couple franco-allemand? Et quels sont les intérêts de la France qu'elle défend pour avoir une vraie Europe de la santé, et quelles sont les limites aussi que la France ne serait pas prête, par exemple, à franchir? Oui, alors bah, écoutez, merci pour cette question. Je vais être très honnête avec vous. Je pense que le sursaut ou le réveil au plus haut niveau politique de cet appel à une véritable stratégie de la santé est entièrement né avec la crise du Covid et ce qu'elle a révélé. Vous faites référence à l'appel lancé le 18 mai par la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la République, qui était un appel à une très forte relance d'une manière générale au plan européen face à la crise, et qui comportait en premier volet effectivement un appel à très fortement prendre en charge en fait une véritable enfin, l'idée était de tirer les leçons de la crise sanitaire sur un certain nombre de sujets, et en particulier sur la santé, d'instaurer une stratégie dédiée. Alors, je ne sais pas si c'est le lieu pour rappeler tous les éléments de cette stratégie, mais l'idée de base, elle est de considérer qu'il y a un enjeu de souveraineté important, pas au sens protecteur et renfermé du terme, mais bien au sens de pouvoir et capacité à agir, qu'a révélé la crise et qui ressort de la capacité de l'Europe à avoir les moyens d'assurer les fondamentaux de ces politiques de santé, la dimension vraiment finalement structurelle. Et je remercie l'interlocuteur précédent qui a rappelé un petit peu les bases dans lesquelles nous sommes, politiques et juridiques. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas de politique structurelle en santé en tant que telle, au sens des traités. Et c'est un petit peu ce qui s'est révélé à l'occasion de cette crise du Covid. Le constat que font deux grands chefs d'État de l'Union européenne, et qui sont des moteurs, l'Allemagne et la France, et qui tirent les leçons de ce qui a été constaté pour appeler à les compenser. Donc, je rappelle sur quel point en particulier. Tout d'abord, la recherche, donc la nécessité d'augmenter ces capacités et sans doute d'améliorer les partages de connaissances, la capacité des instituts et centres de recherche à mieux coopérer. La mise en place de stocks stratégiques communs, pharmaceutiques et médicaux. Bon, on a bien vu à quel point la question des pénuries a été cruciale au tout début de cette crise. Ça va de pair avec la nécessité aussi de développer des capacités de production au sein de l'Union européenne, dont on a vu aussi qu'elle faisait défaut, y compris pour les principes actifs. Développer des marchés publics communs pour les futurs vaccins et les futurs traitements, évidemment ceux qui seraient trouvés pour lutter contre le Covid. Parler d'une seule voix face à l'industrie pharmaceutique, on y reviendra peut-être. Mettre en place une task force de l'Union européenne chargée de la santé au sein du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, dont vous avez parlé précédemment, afin d'élaborer des plans de prévention aux côtés des institutions nationales pour la riposte aux futures pandémies. Et enfin, définir des normes européennes communes en matière d'interopérabilité de données sanitaires, de manière à avoir des données statistiques comparables entre pays, par exemple. L'idée, c'est vraiment celle-là, c'est de renforcer l'autonomie sanitaire de l'Europe sur la dimension vraiment structurelle et structurante de l'accès à finalement ce qu'on peut considérer comme des grandes, finalement, les infrastructures s'agissant de la santé. C'est aussi l'accès aux produits, aux médicaments et aux résultats de la recherche. Donc voilà sur l'initiative.
Et puis peut-être pour répondre rapidement à votre… alors, il y a d'autres, elle s'est insérée dans un contexte dont d'autres parleront mieux que moi, également d'initiatives fortes de la part des hautes autorités de l'Union européenne, jusqu'au niveau de la présidente, également le Parlement. Mais pour aller à votre deuxième question sur les limites, alors, je ne sais pas si j'ai très envie de parler d'ores et déjà de limites s'agissant d'une initiative qui a à peine plus d'un mois et qui me semble au contraire être une initiative qui rejoint le rôle du binôme franco-allemand à la fois très politique et très structurant. Peut-être ce qu'on peut voir, c'est les défis, et les défis sont à la fois de nature, ce sont des sujets qui sont éminemment techniques, qui vont supposer aussi des financements très importants, mais je crois que les moyens peuvent être trouvés. Bon, c'est dans le cadre de négociations évidemment bien plus larges, mais qui sont importantes. Et puis, bon, bien sûr, sur le plan politique, on va assez vite toucher du doigt la capacité et la volonté de coopération des États de, à nouveau, mettre en commun, ce qui est l'essence même de la construction européenne, mais de mettre en commun à un niveau supra des éléments dont chacun pourra peut-être trouver qu'il aurait mieux à faire dont il souhaitera peut-être s'assurer la maîtrise. Bon, cependant, moi, ce qui me semble très prometteur, c'est que là, on parle finalement d'une dimension qui n'a plus cours en Europe. On manque de capacité de production, on n'a pas de vaccin Covid, enfin tout ça, on ne l'a pas encore. Donc, il ne s'agit pas nécessairement de garder ce qu'il s'agirait de partager, mais bien de se dire qu'ensemble, on a plus de chances d'obtenir l'accès à ces nécessités. Voilà. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Vous avez tout à fait raison de dire que l'Union européenne est déjà en manœuvre et que les institutions communautaires ont déjà commencé à mettre en place une Europe de la santé qui est forte, la future Europe de la santé. Et je me tourne donc à Madame la députée, Madame Trier-Lenoir. Vous, en tant que députée au Parlement européen, vous représentez les Européens et vous travaillez tous les jours avec les autres institutions bruxelloises, européennes. Et notamment, vous travaillez aujourd'hui sur un budget européen de la santé avec un financement renforcé. Est-ce que vous diriez que c'est ambitieux, que l'Europe de la santé sera possible avec les dispositions qu'on est en train de préparer aujourd'hui? J'espère bien, parce que c'est quand même tout le sens de mon engagement. Donc, effectivement, le défi est considérable. Ce que je viens d'entendre me rend encore plus optimiste, puisque finalement, Madame l'ambassadrice porte au plus haut niveau des concepts sur lesquels nous nous sommes engagés dès le début du mandat, avec en début de mandat, effectivement, cette vision, vous l'avez rappelé, Monsieur Coron, d'une compétence d'appui de l'Union européenne, au sein de laquelle les institutions, au premier rang desquelles la Commission européenne, a tout au plus la capacité de recommander, de promouvoir des idées et de financer, mais n'a jamais la capacité d'évaluer l'implémentation de ces décisions. C'est d'ailleurs un des écueils qu'elle a rencontrés au moment de cette crise Covid-19, qui a représenté à la fois un crash test européen avec, dans un premier temps, une cacophonie considérable et puis très rapidement des solutions trouvées, une très forte réactivité qui s'explique partiellement par le fait que l'Union européenne possédait déjà un certain nombre d'outils, et vous l'avez dit. Elle avait un mécanisme de protection civile qui permettait de transporter des patients et des médecins en urgence. Elle avait la capacité de stocker du matériel. Elle avait une directive qui prévoyait que des patients puissent être traités d'un pays à l'autre en fonction des besoins et des infrastructures respectives. Donc, elle a une capacité à activer ces outils. C'est ce que nous proposons de l'aider à faire. Dans un premier temps, en première urgence, nous avons voté le 17 avril, enfin mon groupe a proposé un mécanisme qui
intègre des achats groupés, qui intègre la constitution d'une réserve stratégique, qui intègre des transports de patients et de professionnels de santé, et puis bien sûr du financement de la recherche. Dans un second temps, l'ambition est beaucoup plus vaste. Elle est peut-être démesurée, mais c'est quand même souvent dans les grandes ambitions qu'on construit les belles choses. Cette ambition, c'est effectivement de construire une Europe de la santé sur la base de ce que nous aurons appris de la crise, mais aussi sur la base de ce que nous pourrions faire de mieux dans une Union européenne où effectivement les prérogatives nationales des États membres sont très importantes sur les systèmes de soins, dans une Union européenne où les agences, je l'ai dit, 5 agences sanitaires au total ont des compétences qui se réduisent à recommander et à inciter, et dans une Union européenne où on voit bien la part très importante que sont en train de prendre les sujets de prévention. Et je vois dans le pacte vert une politique européenne de prévention en santé, où on voit la force de la digitalisation, où on voit poussé par notre groupe politique et avec très fortement en appui le président de la République, la nécessité d'une Europe sociale, d'une Europe de l'équité, d'un accès abordable aux médicaments. Donc toutes ces ambitions peuvent probablement voir le jour par l'intermédiaire de cette nouvelle Europe de la santé qui sera financée, ce qui est très important, mais qui devra aussi trouver les moyens de la coopération, de la coordination, de la solidarité, de la souveraineté, terme auquel, et j'ai remarqué que M. Macron faisait la même chose, je tends à préférer de plus en plus le terme d'indépendance. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes confrontés au Parlement européen à une force eurosceptique très destructrice, très anti-européenne, qui cherche très régulièrement à faire de ce mot de souveraineté, non pas une souveraineté européenne, mais un souverainisme national. Donc, je pense que le terme d'indépendance et d'autonomie traduit mieux le fait que nous allons effectivement devoir, en santé comme dans d'autres secteurs, apprendre à redevenir autonome pour la production de produits d'extrême nécessité quotidienne, comme un certain nombre de médicaments. Donc, leçon apprise de la crise pour être capable dans l'avenir de se préparer à d'autres crises sanitaires, infectieuses, environnementales, chimiques, alimentaires, restauration d'une autonomie européenne autour du médicament et de la recherche avec ces mécanismes de partenariat, d'alliance de pays européens et de prise de risques communes avec des industriels qui, pour le moment, cherchent en même temps qu'ils développent des produits dont l'efficacité n'est pas certaine. Et puis, une Union européenne de la santé environnementale, de la santé sociale, de la santé digitale, des réseaux autour des maladies rares, du partage de données médicales, vous l'avez rappelé. Donc oui, le programme est ambitieux, il se construit sur un constat de semi-échec et j'espère bien que nous allons pouvoir le conduire très, très loin. Merci, Madame la députée. C'est vrai, on l'espère tous. Et vous avez insisté notamment sur la notion de compétence et vous avez parlé de la santé environnementale. Est-ce que vous, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr. Ah, très bien. Pardon, ça a coupé. Donc, vous avez parlé de notamment plusieurs reprises de la notion de compétence. Vous avez parlé de la santé environnementale, sociale. Donc, ça me permet justement de donner la parole à Madame Brosset. Vous qui êtes juriste, qui s'intéresse à la fois à l'environnement et à la santé, je vais poser la question d'une manière un peu provocatrice. Est-ce que pour vous, il faudrait changer les traités, parce que l'Union européenne, l'alpha et l'oméga de l'Union européenne, c'est les traités, pour avoir une Europe de la santé
qui est performante, qui est encore plus performante? Et à votre avis, comment le nouveau projet d'Europe de la santé s'inscrit dans le cadre du Green Deal européen et comment les deux politiques s'articulent justement pour être encore plus efficaces sur les deux volets? Merci. Vous m'entendez bien? Merci. Très heureuse de participer à ce débat. Merci pour m'avoir invitée et quelques mots peut-être aussi en réaction à ce qui vient d'être dit. Simplement, d'abord pour effectivement dire que du côté des juristes, la question de la compétence est une question qui est assez complexe parce qu'au-delà de l'article 168 du TFUE, qui ne donne à l'Union qu'une compétence d'appui, une compétence complémentaire, la compétence la plus faible dans les catégories de compétences, on sait très bien que la construction européenne a toujours fonctionné en utilisant d'autres bases juridiques. C'est le spillover dont mon collègue parlait, et en particulier en utilisant la base juridique qu'on appelle marché intérieur, qui permet d'harmoniser des législations nationales qui peuvent porter atteinte, affecter le marché intérieur. Et bien avant l'octroi d'une compétence, même réduite à l'Union européenne lors du traité de Maastricht, la première directive médicaments, c'est la directive 65-65, elle date de 1965. On avait déjà donc un texte Europe de la santé en 1965, a été prise sur cette base juridique-là. Et il y a tout un corpus de textes très large, très dense, qui ont été pris sur la base juridique marché intérieur, alors que l'on allie maintenant avec l'article 168, mais qui finalement, sans même l'article 168, aurait pu exister. Alors, politiquement, on peut discuter de cette question de l'usage des bases juridiques, mais juridiquement, la Cour a bien expliqué que dès lors qu'un acte vise bien la réalisation du marché intérieur, si par ailleurs l'acte a aussi un objectif de protection de la santé, en interdisant par exemple la publicité en faveur des produits du tabac, eh bien, les institutions européennes peuvent se fonder sur cette base juridique-là. Donc ça me paraît très important. La deuxième chose qui me paraît important de dire, c'est qu'au-delà de la base juridique marché intérieur, il y a effectivement d'autres bases juridiques connexes, notamment celle de l'environnement, qui est née plus tôt que la santé, qui a été attribuée de manière plus spécifique et plus autonome à l'Union européenne plutôt que la santé au moment de l'acte unique, et qui a connu des modalités de vote qui ont toujours été un peu en avance sur celles de la santé. Or, la politique en matière d'environnement a parmi ses objectifs celui de protéger la santé. Donc, on voit bien ici l'intrication importante et possible, et très souvent, les textes visent les deux objectifs. Alors même qu'ils sont pris sur la base de la protection de l'environnement, ils visent aussi la protection de la santé. Sur ces deux bases juridiques-là, une générale, marché intérieur, une connexe, l'environnement, les institutions européennes peuvent harmoniser. Elles peuvent donc adopter autre chose que des recommandations. Elles peuvent adopter des directives, elles peuvent adopter des règlements. Ce qui nous fait dire que même sans révision des traités, il serait éventuellement possible pour l'Union européenne, et il faut bien sûr que les acteurs en soient d'accord, en premier lieu les États, mais il serait possible pour l'Union européenne d'adopter des textes en matière de santé, y compris santé publique, menaces transfrontières graves pour la santé, qui aillent au-delà de simples orientations, recommandations, lignes directrices. La décision sur les menaces transfrontières graves pour la santé, qui a été utilisée dans le cadre du COVID, de la crise du Covid, est une décision qui pourrait être modifiée, révisée, qui pourrait permettre de donner, par exemple, à la Commission européenne plus de pouvoir pour affronter une prochaine crise sanitaire. Donc, sans réviser les traités, je pense qu'il y a ici des leviers possibles dans le traité actuel pour aller plus loin, y compris, à mon sens, en direction de l'harmonisation. Et ce qui permet ensuite d'évaluer l'application par les États, ce dont parlait Madame la députée. Mais on peut aussi envisager une révision des traités avec finalement un élément positif et puis un élément négatif. L'élément positif, c'est qu'on a effectivement eu des exemples de révision
je ne parle pas de la Communauté européenne de la santé, mais des exemples de révision du traité qui ont suivi des crises sanitaires qui ont persuadé les États de confier à l'Union européenne un peu plus que ce qu'elle n'avait auparavant. Et dans l'article 168, il y a un paragraphe 4 qui permet à l'Union européenne d'adopter des normes, donc des normes, pas des recommandations, dans certains domaines. Et ce paragraphe 4 a vu le jour avec le traité d'Amsterdam et il a été modifié par les traités qui ont suivi le traité d'Amsterdam et en particulier celui de Lisbonne pour adopter des normes de qualité, de sécurité en matière de sang et de produits dérivés du sang, pour adopter des mesures en matière sanitaire et phytosanitaire, pour adopter des mesures en matière de dispositifs médicaux et de médicaments, sang contaminé, crise de la vache folle, affaire des prothèses mammaires. Donc, vous voyez que finalement, après chaque crise, il y a eu des révisions des traités qui ont été admis. La seule contrainte que vous connaissez, c'est que chaque révision du traité doit faire l'objet d'un commun accord de tous les États. De ce point de vue-là, nous sommes une organisation internationale bien plus contraignante du point de vue des révisions que d'autres ne peuvent l'être pour amender la charte de base. Merci beaucoup, Madame Brossé. Et donc, je me tourne vers Madame l'ambassadrice. Est-ce que pour vous, vous diriez que la France, elle serait prête justement à revoir les traités ou est-ce que la France compte travailler dans le cadre des traités déjà préexistants? Merci pour cette question. Moi, je pense qu'à ce stade, s'agissant d'une ambition très forte qui a été portée par le président de la République, ce qui va être attendu de l'ensemble des acteurs institutionnels français, c'est de proposer les meilleures options et de les étudier de façon très approfondie, évidemment avec un regard réaliste et pragmatique, et tenant compte de ce qui peut permettre d'arriver au mieux aux objectifs dont on a parlé. Donc, voilà, moi, je n'ai pas particulièrement, pour le moment, été impliquée dans ces réflexions qui débutent complètement, mais je pense que l'idée sera de vraiment regarder l'ensemble des options, de les étudier en profondeur et de prendre toutes les expertises et évidemment de faire en sorte que la réflexion progresse également de façon assez étroite avec nos partenaires pour aller dans la bonne direction. Voilà, je pense que ce qu'on peut dire à ce stade. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Et donc, je me tourne vers Monsieur Gaël Couron, parce que tout à l'heure, la députée a dit que la future Europe de la santé part du constat d'un semi-échec. Est-ce que vous diriez que l'Europe est sur la bonne voie? Est-ce qu'on on va vers la bonne direction compte tenu de tout ce qu'on vient de dire? Votre micro. Je disais, oula, vous passez un petit peu mes compétences là pour utiliser le terme. C'est difficile, on peut que canaliser un petit peu le passé pour se projeter dans le futur, effectivement. Et jusqu'ici, alors le spécialiste nord-américain de l'Europe de la santé qui s'appelle Scott Greer, il visionnait plutôt une Europe des petits pas. Donc, on va dire qu'à chaque… on a eu un accroissement très progressif de deux choses. Des compétences de l'Union européenne dans le champ de la santé et à l'intérieur même des institutions de l'Union européenne, d'un point de vue administratif, une montée en puissance des acteurs qui sont des acteurs de santé. Je pense par exemple à la manière dont la tutelle de l'Agence européenne du médicament n'est finalement arrivée que très tardivement à la Direction générale santé. Le champ la question des dispositifs médicaux, ça doit dater d'1 an, si je ne dis pas trop de bêtises. Et donc, il y a un mouvement très, très progressif. Hein. Alors, une accélération est possible, tout à fait. Est-ce qu'elle doit passer par un changement des traités, comme l'a dit Madame Brossé, hein, c'est possible d'imaginer avec un article 168 qui dit que toutes les
les politiques de l'Union européenne contribuent à un objectif de santé, enfin, la citation n'est pas exacte, hein, d'imaginer par exemple une politique de construction ou d'une industrie pharmaceutique qui aille dans ce sens, c'est-à-dire pas seulement d'un respect des normes de la concurrence, mais de construire une autonomie d'action à travers la construction de groupes qui auraient vocation à fournir aussi des biens communs à l'ensemble de la population. Donc, pour répondre à votre question, par un oui ou par un non, je ne vais pas y arriver. On peut imaginer effectivement à la fois que ça va renforcer ce mouvement très lent de grignotage, hein, et pour autant, très certainement que ça va donner lieu à des innovations institutionnelles. Là, par exemple, le projet qui est porté d'une augmentation très forte des budgets santé, pour le moment, un établissement de santé, il est margé français, par exemple, ou d'un autre pays, il est margé pour beaucoup sur des budgets qui n'étaient pas des budgets spécifiquement dédiés à la santé. Il pouvait, en tant que inclus dans un territoire, demander des sous pour le FEDER ou pour le FSE, si les EHPAD pouvaient le faire. Il pouvait, en tant que CHU, demander pour des sous pour la politique de recherche. C'est peut-être aussi une chose importante d'identifier véritablement un budget santé vraiment conséquent par rapport à ce qu'ils étaient dans les exercices précédents, et de mettre cette question-là comme un moyen d'unifier une action politique, d'unifier une action publique. Merci beaucoup, Monsieur Gaël Courant. J'invite déjà le public à poser vos questions dans le chat tout en bas. Comme ça, on aura le temps de les poser à nos intervenants. Et je me tourne vers Madame la députée Trier-Lenoir. Vous qui êtes députée européenne, vous êtes élue par les citoyens, donc vous avez un rapport direct avec les citoyens européens. Comment les citoyens européens peuvent avoir plus confiance en l'Union européenne, notamment sur les questions de santé, parce qu'on voit chaque année les eurobaromètres montrent que les Français, par exemple, sont très sceptiques vis-à-vis des vaccins, alors que l'Union européenne, chaque année, fait des campagnes de vaccination, etc. Donc, à votre avis, comment améliorer le rapport entre l'Union européenne et les citoyens à travers la santé? C'est effectivement une question très délicate, puisque on voit bien que les sondages réguliers, y compris les tout derniers, montrent à quel point les citoyens français, en tout cas, ont du mal à voir ce que l'Europe fait pour eux. Les citoyens français, parce que beaucoup de citoyens européens savent parfaitement bien ce que l'Union européenne fait pour eux. Le domaine de la santé a ceci de particulier que quand on interroge les citoyens de l'ensemble des pays de l'Union européenne, c'est quand même leur sujet de préoccupation principale. Et une des choses que la présente crise nous a apprises, c'est bien à quel point l'impact d'une crise sanitaire est considérable sur tous les autres domaines. Autant dire que le domaine de la santé est un domaine relativement concret dans lequel, depuis un an que je suis élue et pendant les mois de la campagne, j'ai pu mesurer des attentes importantes des citoyens. Et deux de ces types d'attentes ont déjà été citées. Madame l'ambassadrice a ouvert la porte de la question de parler d'une seule voix aux industriels de la santé. Et là, pour revenir au débat précédent, ce n'est pas tant un changement des traités qui est nécessaire, mais par contre un changement des mentalités des États membres vis-à-vis de leurs prérogatives, là oui, parce que le médicament est actuellement un bien qui est évalué dans sa valeur thérapeutique de manière non harmonisée d'un pays de l'Union européenne à l'autre, mais ça en découle, son prix est négocié de manière bilatérale par chaque pays membre avec l'industriel de santé concerné, avec certainement des intérêts bilatéraux, mais au final, des prix de médicaments qui sont souvent très élevés.
qui sont inégaux d'un pays de l'Union européenne à l'autre et qui entraînent donc des inégalités de santé, des inégalités d'accès. À travers la crise que nous avons traversée et cette problématique du médicament bien commun, je pense qu'il serait absolument essentiel d'avoir une coordination des États sur la manière dont ils évaluent et essayent d'harmoniser les conditions de prix et de remboursement du médicament. C'est un très vaste chantier, mais la brèche est ouverte avec le vaccin. Parce que le vaccin, c'est une urgence et nous avons bien vu des alliances de pays membres et non des moindres, l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, autour d'un ou plusieurs industriels de santé, avec la Commission européenne qui participe à la prise de risques financiers. Et là, je trouve, avec par ailleurs l'idée que le médicament devra être accessible à tous à un prix abordable, et là, je vois se dessiner quelque chose comme le marché unique du médicament, mais, Madame l'ambassadrice, Mesdames, Messieurs, il faudra là certainement que les États membres consentent à renoncer à un certain nombre de leurs prérogatives d'évaluation et de fixation des prix. Deuxième exemple, maintenant que j'ai lâché ma première bombe, deuxième exemple, ce sont les fonds structurels que vous avez déjà évoqués et qui sont, comme vous le savez, qui transitent par les régions européennes pour participer à la cohésion sociale, à l'aide aux plus vulnérables, et je l'espère bien à partir des 10 milliards d'euros du nouveau budget santé, à la contribution à niveler par le haut les systèmes de santé. Or, actuellement, ces fonds apparaissent comme étant des fonds régionaux. Les présidents des régions, d'ailleurs, font largement la promotion de ce financement, sans jamais mentionner que ce sont des financements européens, que les pays en bénéficient de façon variable en fonction de leurs besoins. Il est certain que les pays de l'Est ont des politiques de fonds européens qui sont beaucoup plus visibles et beaucoup mieux organisées, mais là encore, il y a dans tous nos territoires, et vous l'avez rappelé, Monsieur Coron, des hôpitaux, des structures d'accueil, et puis de l'urbanisme, du transport, de l'associatif, qui sont financés par l'Europe sans que jamais personne ne le mentionne. Eh bien ça, ce sont des sujets par lesquels nous devrions arriver à faire comprendre à nos concitoyens qu'un certain nombre de leurs attentes sont entendues par l'Union européenne. Et je m'y emploie. Merci beaucoup, Madame la députée. Donc, j'ai encore plein de questions, mais comme Madame l'ambassadrice doit terminer à 20h exactement, donc je vais me tourner vers le public. On a une première question de Nolwenn, qui vous remercie d'être là, bien sûr. Et sa question, c'est par rapport aux enjeux de la santé, pensez-vous que le Covid-19 a révélé les enjeux autour du lien entre technologie et santé? Par exemple, biotechnologie, le médicament, demain, ne serait-il pas une nanotechnologie? C'est une question très technique. Je ne sais pas qui voudrait peut-être répondre à celle-là. Je peux me lancer avec ma casquette médicale et de cancérologue. Sans vouloir vous faire trop technique, actuellement dans les pistes vaccinales, il y a un certain nombre, le vaccin, ça consiste à faire se rencontrer un virus ou une portion du virus par un être humain qui ne l'a jamais rencontré et qui va se défendre en produisant des anticorps. Jusqu'ici, ça va. Il y a un certain nombre de moyens d'organiser cette rencontre. Parmi les moyens, il y a la possibilité de faire transporter un fragment du virus par des nanoparticules. C'est en particulier un système qui est beaucoup étudié aux États-Unis, un peu moins dans les pays européens. Donc oui, en matière de vaccins, les nanotechnologies pourraient trouver leur place. Et sans vouloir transformer ce débat en un cours de cancérologie, je pense que Nolwenn sait également que dans le monde du cancer, il s'agit là d'apporter des médicaments vers les cellules cancéreuses en épargnant les cellules saines, et les nanotechnologies trouvent également leur place.
Voilà, je crois que c'est probablement suffisant comme technique, comme réponse. Sinon, j'ai peur que ça devienne un peu technique. Mais merci beaucoup, Nolwenn, pour cette question. Elle est très judicieuse. Merci beaucoup, Madame la députée, d'avoir répondu à cette question. On a une deuxième question de Louis Bertin, qui a déjà travaillé à la DG Santé de la Commission européenne et qui aimerait savoir dans quelle mesure le contexte actuel peut ou va influer sur les négociations en cours au Conseil de l'Union européenne. Est-ce qu'il y aura finalement un consensus qui va finir par être trouvé? Je me permets de reprendre la parole. Si je lis bien le chat, la question de Louis porte précisément sur le règlement HTA. C'est bien de celle-là qu'on parle. HTA pour Health Technology Assessment, c'est précisément cette convergence vers l'harmonisation de l'évaluation des médicaments dont je parlais tout à l'heure. Alors, on ne va pas se cacher la vérité. Le règlement est actuellement bloqué au Conseil, essentiellement du fait des réticences de deux pays, l'Allemagne et la France. Probablement parce que ce sont deux pays dans lesquels il y a des instances d'évaluation de la valeur des médicaments qui sont fortes chez nous, ça s'appelle la Haute Autorité de Santé. Dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne, ces instances d'évaluation du médicament sont faibles, voire inexistantes. Monsieur Coron me corrigera peut-être, mais je pense qu'il pourrait y avoir de la part de la France et de l'Allemagne une crainte d'un nivellement par le bas et une crainte que l'évaluation des médicaments se fasse de manière dégradée par rapport à ce qui est le cas actuellement dans nos pays. Donc, nous allons devoir travailler. Je suis rapporteur sur le règlement HTA et un autre des rapporteurs d'un autre groupe politique est allemand. Donc, nous avons bon espoir tous les deux de faire avancer les esprits. Et je voudrais redire ce que je disais tout à l'heure. Si on évalue de façon communautaire l'intérêt thérapeutique d'un médicament, alors on commence possiblement à converger vers l'harmonisation du prix. Merci beaucoup, Madame la députée. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui voudraient peut-être rebondir ou répondre à cette question? Monsieur Coron n'a pas l'air très motivé pour… Là aussi, je crains que ça passe mes compétences. Juste rappeler dans le cas français, on a deux institutions. Alors, il y a l'analyse véritablement du médical qui est faite du côté de la HAS et qui se traduit par le service médical rendu du médicament. Et en même temps, sur les données de remboursement, enfin sur les paramètres du remboursement, on a un comité économique des produits de santé qui, lui, va plus agir sur la question du montant. Donc, c'est un petit peu entre les deux, en fait, que la chose se jouerait sur la question de l'accessibilité. Maintenant, par exemple, le CEPS, si je prends un ouvrage qui est sorti il n'y a pas longtemps en sciences politiques qui a analysé cette institution, arrive quand même assez bien à obtenir que le prix qui est finalement payé par la Sécu est très différent de celui qui est affiché sur le médicament est beaucoup plus intéressant pour la collectivité publique. Donc, il y a aussi ce paramètre et ce jeu institutionnel-là qu'il faut prendre en compte, en plus de l'analyse du SMR, du service médical rendu par le médicament. J'espère là aussi ne pas avoir dit trop de bêtises. Hein. En fait, ça illustre que l'Europe de la santé est un sujet qui englobe, qui est très vaste, et il y a presque plus de spécialistes de tout. Vous avez des spécialistes du médicament de l'hôpital et en fait, vous ne trouvez pas plus, et comme dans beaucoup de champs du savoir, de personnes en capacité de répondre à tous les enjeux de la question. Tout au moins dans le cadre universitaire, là aussi je parle sous le contrôle de Madame Brosset, c'est un peu l'impression que ça me donne, quoi. Peut-être
peut-être puis-je prendre la Oui, parole? allez-y. Oui, simplement des réactions à ce qui vient d'être dit qui m'intéressent beaucoup, en disant 2 choses. La première chose, c'est, le fait que c'est un propos général, mais ça me paraît quand même important. C'est le fait qu'on a parlé beaucoup, ou en tout cas en partie de la jurisprudence de la Cour, du rôle des libertés de circulation pour construire l'Europe de la santé, en particulier dans les années 1990 sur, l'accès aux soins. L'accès au remboursement des soins transfrontaliers. On voit ici peut-être ce qu'on pourrait faire du point de vue du médicament. Il ne faut pas oublier que c'est une première contrainte qui pèse sur les États. Ils doivent respecter ces libertés de circulation, même s'ils ont la pleine compétence dans une matière. On va prendre ici la santé publique, l'organisation et l'allocation des ressources en matière de santé publique. Il y a une autre contrainte, c'est la Charte des droits fondamentaux, c'est le respect des droits fondamentaux. On oublie souvent que l'Union n'est plus seulement un marché, mais elle a aussi des valeurs à exprimer. Et dans la Charte des droits fondamentaux, il y a un article 35 qui est dédié au droit à la protection de la santé, qui se décline en 2 droits, droit à la prévention et droit à l'accès aux soins. Alors, c'est un droit qui est tempéré par un renvoi aux législations et pratiques nationales, mais je pense que certains justiciables pourraient en faire quelque chose en revendiquant, du point de vue de leurs États, le respect de ce droit, peut-être, s'ils ont à faire face à des prix trop élevés de médicaments. Le deuxième point que je voulais développer, c'est les rapports entre environnement et santé. Alors, bon, du point de vue factuel, je pense qu'il est assez clair que les questions environnementales ont eu un impact dans l'apparition du Covid-19, que le dérèglement climatique a eu certainement, et les impacts sur la biodiversité, un effet sur l'apparition de ce virus. Mais d'un point de vue juridique, c'est là où je voudrais situer mon propos, d'un point de vue juridique, ce qui me semble intéressant, c'est le fait qu'on se rend compte que dans le domaine de l'environnement, même si c'est une politique désormais bien spécifique, bien assise, assez solide, où on peut adopter des directives et des règlements, où on n'a pas ici cette difficulté en termes de compétences. En droit de l'Union européenne, comme d'ailleurs en droit international, si on pense à l'accord de Paris, on a des modalités de gouvernance qui sont un peu différentes que par le passé. C'est ce que Gaëlle Coron disait en parlant d'innovation institutionnelle, je pense. Par exemple, en matière de neutralité climatique, dans la proposition qui est sur la table, dans la foulée du Green Deal, en matière de neutralité climatique, on fixe un objectif qui va être réévalué et dont l'objectif ultime est celui de la neutralité. On fixe un objectif qui est contraignant, mais ensuite, les États ont finalement une marge d'appréciation, c'est-à-dire qu'eux-mêmes doivent rendre leurs plans nationaux intégrés à la Commission européenne, qui va les évaluer, qui va faire des recommandations s'ils considèrent que l'État ne va pas suffisamment loin dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, recommandations qui seront publiques, et si l'État ne suit pas les recommandations, il devra s'en justifier. Et quand on voit les recommandations semestre européen, on se rend bien compte que ces mécanismes, qui sont des mécanismes apparemment de soft law, qui ne débouchent pas sur des arrêts en manquement, par exemple, sont des mécanismes qui peuvent peser lourd dans les décisions internes des États. Donc, je pense aussi qu'il ne faut pas avoir une vision trop binaire du droit de l'Union européenne et finalement faire aussi confiance dans ces innovations institutionnelles, juridiques, qui peuvent provenir en partie du droit de l'environnement. Merci beaucoup, Madame Brossé. Merci d'avoir rappelé aussi la question du droit à la santé et du droit d'avoir accès aux soins de santé. Parce que, par exemple, pendant la pandémie de la Covid-19, le comité bioéthique du Conseil de l'Europe a fait une déclaration, notamment sur les droits humains pendant la pandémie, pour rappeler qu'il ne faut pas, bien sûr, discriminer pour le traitement et il faut donner un traitement à tout le monde. La question du droit à la santé, c'est une question qui nous intéresse beaucoup sur Open Diplomacy. Merci de l'avoir fait. Et il y a une question de Nolwenn qui s'adresse directement à Madame l'ambassadrice et je vais un peu la reformuler. Maintenant, comme la lutte contre la Covid-19 nous consomment tous maintenant, est-ce que vous diriez que l'agenda de la stratégie mondiale de la France
a un peu été chamboulée, notamment la lutte contre le sida, etc. Ou est-ce que la France garde encore une priorité sur ces sujets-là? Merci beaucoup pour cette question. Et je vais y répondre un peu longuement pour dire absolument pas. Et plus que jamais, la France défend au contraire une approche de santé globale au plan mondial. Mais j'aimerais juste avant commenter parce que sur la question précédente, j'ai eu une réflexion pour peut-être plus sur la mention des déterminants qui pourraient rendre la France et l'Allemagne peut-être un peu réticentes à rejoindre des efforts européens qui seraient perçus comme moins 10 ans. Moins 10 ans, effectivement, en termes de qualité, ça ne peut pas être accepté. Ça ne serait pas accepté par nos citoyens dont on voit bien toute la très juste exigence sur le fait d'avoir accès à des produits de qualité, des produits sûrs. Mais il y a également une dimension, me semble-t-il, assez importante sur la capacité de négociation que des pays comme la France et l'Allemagne qui ont des systèmes de santé, d'assurance maladie, pour le dire autrement, nationaux et qui sont puissants, qui sont évidemment qui font l'objet de bien des efforts et on n'est plus dans la situation d'il y a quelques années du trou de la Sécu, le fameux, mais enfin, on sait bien à quel prix, mais pour autant, ça offre une capacité de négociation qui est importante. Et c'est par ailleurs également un élément très fort du contrat social, du contrat social national dont répondent les autorités nationales au plan le plus politique. Donc ça, c'est un élément qui est à prendre en compte, même si évidemment, depuis le début de cette conversation, on parle de ce qui est mutualisable, je dirais, sans aller évidemment chercher ce que l'article 168 ne permet pas, c'est-à-dire la dimension de gestion des systèmes de santé. Nous avons parlé au contraire de la mise en commun, la mutualisation possible, notamment de l'accès aux médicaments au sens de production et éventuellement négociation de produits, juste pour faire cette petite ouverture. Mais merci pour la question qui vient d'être posée. Depuis le début, alors la France, évidemment, non seulement a toujours été extrêmement engagée dans la lutte contre les 3 pandémies, VIH, paludisme, tuberculose, a été à l'origine de la création de grandes institutions qui luttent contre ces pandémies, qui sont la très grosse organisation de diffusion des traitements qui est le Fonds mondial de lutte contre ces 3 pandémies, associée à l'agence d'innovation plus légère, d'un plus petit format, mais très importante, qui s'appelle UNITED et qui œuvre, une agence d'innovation et qui œuvre à la découverte des solutions thérapeutiques qui peuvent ensuite être mises à l'échelle par le Fonds mondial. Peut-être vous souvenez-vous qu'en octobre de l'année dernière, le président de la République a été l'hôte à Lyon, en France, de la dernière reconstitution des ressources du Fonds mondial. Et il a, à cette occasion, d'abord, je crois, été extrêmement décisif dans le succès de cette mobilisation, puisque le Fonds mondial a récolté 14 milliards d'euros, ce qui était sa cible, de dollars, pardon, ce qui était sa cible pour pouvoir lutter contre ces 3 pandémies sur les 3 prochaines années dans la trajectoire nécessaire pour leur élimination à l'horizon 2030. Et la France a également annoncé une hausse de 20% de sa contribution et par ailleurs a aussi annoncé qu'elle maintenait sa contribution très forte à UNITED, je dirais l'organisation associée au Fonds mondial, et qu'enfin elle augmentait également sa contribution bilatérale via l'AFD au renforcement des systèmes de santé, qui est tout à fait indispensable et nécessaire pour permettre de lutter efficacement contre ces pandémies dans les pays en voie de développement. Depuis le début de la crise, ce qu'a fait la France, c'est qu'elle a encouragé avec d'autres, qui sont des pays qui soutiennent très fortement ces institutions, elle a d'une part autorisé, c'est une décision du conseil d'administration, elle a autorisé le Fonds mondial, UNITED, à consacrer une partie des ressources qui n'étaient pas encore consommées à des actions de riposte au Covid, mais des actions qui avaient pour premier objectif de protéger les missions centrales du Fonds mondial. Et la même chose s'est faite par ailleurs dans un autre domaine qui est celui de la vaccination, avec une association du même type qui s'appelle Gavi et où la France est également fortement impliquée.
Donc ça, c'est vraiment dès le 4 mars, vous voyez, donc dans les toutes premières semaines du déclenchement de la dimension vraiment pandémique hein, à l'échelle globale de la crise, la France avec d'autres a fait en sorte que l'alerte soit bien donnée sur la nécessité de protéger les missions du Fonds mondial et de le faire en lui donnant la possibilité d'utiliser de façon un peu flexible des fonds qui n'étaient pas encore engagés, mais dans cet esprit-là. Il ne s'agissait pas tout d'un coup d'acheter, même s'ils sont tout à fait nécessaires, et c'est possible, hein, des respirateurs ou des masques de protection, c'était de le faire également avec une forte attention à la priorité donnée à cela. Alors, un exemple, par exemple, parce que ça c'est une chose de voter pour que des fonds soient dégagés, c'en est une autre d'accompagner techniquement les pays à faire face. On a vu comment en France on a été pris de court et partout en Europe où nous avons des systèmes de santé qui sont relativement résilients. C'est évidemment très important d'accompagner autant que possible techniquement les pays qui faisaient face à cette même désorganisation, peut-être plus du fait des conséquences de la crise Covid, en tout cas dans un premier temps, par exemple voilà, la fermeture des frontières, les mesures de confinement, que par les effets même de la pandémie. Hein, on attend malheureusement encore hein, éventuellement qu'elle atteigne des niveaux plus élevés. Bon, s'agissant de l'Afrique, s'agissant de l'hémisphère sud en général. Et donc, la France qui a maintenu sur place tous ses personnels, hein, nos ambassades fonctionnent, tous les experts techniques français sont restés sur place, beaucoup d'ONG sont sur le terrain. Il y a eu un effort que la France a conduit au plan européen pour que des vols humanitaires soient mis en place de manière à permettre aux ONG de reprendre autant que possible leurs activités. Et de ce fait, ont pu être accompagnées des actions. Je donne juste un exemple. Au Bénin, où on voit que sur le Sahel, pour le paludisme, la situation est très compliquée parce que c'est habituellement le moment où on commence la distribution des moustiquaires en vue de la saison des pluies et donc la saison du paludisme. C'est comme en France, beaucoup de choses ont été interrompues pour les mesures de confinement, de distanciation, etc. Bon, et bien là, les fonds supplémentaires dégagés ont servi. Il y a eu une rapide analyse. On s'est aperçu que les campagnes de distribution de moustiquaires pouvaient avoir lieu dès lors qu'on mettait bien 2 personnes et non plus une seule, dans ce cas-là, qui permettait d'aller de distribuer plus vite compte tenu du fait que le contact n'était plus possible. Et donc, ça renchérit d'autant, si vous voulez, le coût de ces actions. Et l'argent dégagé a permis de payer, si vous voulez, la 2e personne, grâce à quoi la campagne a quand même pu avoir lieu. Voilà le type de mesures qui sont mises en place. Et juste un mot, si vous m'y autorisez, pour aller un petit peu plus loin et dire que cette même approche que la France soutient de manière extrêmement forte, qui consiste à dire que face au Covid, il faut bien sûr des vaccins quand on les aura pour tout le monde, des traitements quand ils seront validés pour tout le monde, des diagnostics si possible dès maintenant pour tout le monde, pour accompagner ces politiques qui sont les seules qu'on a pour le moment efficaces de distanciation, de confinement et de suivi des cas déclarés. Il faut également aussi continuer à conforter les systèmes de santé des pays. Ça fait partie intégralement de la réponse. Et pour cela, autant que possible, donc maintenir ces politiques et de santé, lutte contre les 3 pandémies et de vaccination générale, qui, si elles sont interrompues, on le sait, auront des conséquences pour la santé dans ces pays extrêmement dommageables. Même approche d'éviter l'effet d'éviction, s'agissant d'autres politiques de développement, celle de l'éducation, l'assistance alimentaire, et puis toutes les actions que soutient la France en faveur de la défense et de la promotion des droits des femmes et des jeunes femmes. Donc un effort qui a été conduit pour essayer au maximum d'accompagner le maintien de toutes ces politiques, y compris du fait de la crise. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Et je me permets, avant de prendre la question d'Audrey, de me tourner vers Madame la députée Lenoir, parce que quand on parle de l'Europe de la santé, ce n'est pas que sur le continent européen, parce que l'Union européenne est aussi un acteur majeur de la santé mondiale. On a vu pendant la pandémie, c'était la Commission, et notamment la présidente von der Leyen, qui était à l'origine de l'appel aux dons pour le vaccin, qui a récolté 9 milliards d'euros, par exemple. Et donc, vous, lors de votre travail comme député, est-ce que
vous pensez que la politique étrangère de l'Union européenne en matière de santé, elle est assez ambitieuse, elle correspond aux politiques des autres grands pays comme la France, par exemple, qui a sa propre stratégie, ou comment ça s'articule un peu au niveau européen? Alors, je ne serais pas capable de faire une espèce de hit parade de qui fait bien ou qui fait mieux, mais ce qui est certain, c'est que parmi les très nombreuses leçons qu'on apprend de cette pandémie, il y a le fait que, emblématiquement, nous ne pouvons nous protéger que si nous protégeons les autres. C'était déjà l'état d'esprit du gouvernement français et de l'Union européenne, la nécessité absolue de tendre la main vers les pays dont les systèmes de santé sont moins développés que les nôtres, en particulier l'Afrique, est absolument éclatante et c'est une nécessité absolue. Nécessité absolue que d'être capable de financer la recherche et la production de médicaments qui puissent être, comme l'a dit le président de la République, un bien commun, mondial et public. Et ce n'est pas forcément quelque chose de très facile, à mon avis, à faire accepter par l'industrie du médicament, mais il faudra y arriver. Nécessité de continuer à avoir des actions d'échange, de formation, d'aide structurelle. Donc, la France fait beaucoup, l'Union européenne fait beaucoup également, et on ne fait jamais assez pour la solidarité mondiale, qui est notre devoir d'être humain et le devoir des professionnels de santé, et puis qui, par simple bon sens, et cette crise nous l'a montré, est de toute façon le fait que nous sommes tous interdépendants, nous le sommes pour l'environnement, nous le sommes pour la santé, nous le sommes de plus en plus pour le numérique, donc soyons solidaires plutôt que d'être dépendants les uns des autres. Il y a juste un élément sur lequel je voulais revenir, mais comme il m'échappe… Ah non, c'était la question d'Audrey, donc vous allez y venir. Oui, justement, c'est la question d'Audrey. Je me permets de la lire parce qu'on est en train d'enregistrer et parce que les gens qui vont voir après ne vont pas voir les questions. Donc, Audrey Fontaine, elle est membre d'Open Diplomacy, elle est jeune médecin française, elle est la jeune française qui représente la France au Y7, donc le sommet des jeunes du G7 à Washington. Et sa question, c'est afin d'harmoniser les connaissances en politique de santé des pays européens, ne serait-il pas intéressant de créer un institut de formation de santé publique européen type EHESP européen unique? Et donc la question, je pense, elle est posée à tout le monde puisque ça concerne les académiciens, les hauts fonctionnaires, mais aussi les responsables politiques. Donc qui voudrait commencer à répondre? Madame Matrier-Lenoir. Moi, je pense que Monsieur Coron est quand même assez bien placé pour répondre. Très bien. Je m'y attendais un petit peu, j'avoue. Alors, ça dépend ce qu'on voit, parce que d'abord, à l'origine de l'EHESP, il y a l'ENSP, donc l'École nationale de santé publique, qui correspond à une volonté de faire une école de service public qui forme, alors c'est là où il faut faire attention, historiquement, qui forme des fonctionnaires en charge du système sanitaire, mais qui les forme plutôt sur du droit administratif, dans la version historique, et de manière contemporaine, plutôt sur du management. À ceci s'est greffé à une évolution de l'école qui date de son passage justement à l'EHESP, qui, entre parenthèses, est liée en partie à une jurisprudence européenne qui est la jurisprudence Burgot. Et cette transformation y a intégré des éléments épidémiologiques, donc ça en fait aussi une école de recherche. On continue à travailler beaucoup en sciences sociales. C'est pas c'est pas une fac de médecine, donc je suis pas sûr que ça soit l'endroit où, par exemple, les questions de la pertinence de tel ou tel traitement peuvent être tranchées. Vous voyez ce que je veux dire? La santé publique, elle est en soi différente d'une politique de santé parce qu'elle considère que c'est l'étude des différentes composantes de la santé humaine. Et là-dedans, paradoxalement,
le système de santé n'est pas forcément le plus important. C'est-à-dire que les grands gains en longévité, en espérance de vie des personnes vont passer par des choses comme l'eau courante, le tout à l'égout et des choses dans le genre. Donc la santé publique, ce n'est pas une étude du système de santé, vous voyez ce que je veux dire. Ça renvoie de manière beaucoup plus large. Est-ce qu'il faut faire un lieu unique pour enseigner la santé publique? Peut-être. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi diffuser les savoirs dans les autres instituts de formation pour que la santé publique, comme justement on reprend l'objectif transversal de l'article 168, soit diffusée dans tous les autres lieux, y compris, par exemple, on voit bien que si on lit santé environnementale et politique environnementale, c'est peut-être aussi dans les lieux où se forment les responsables des politiques de l'agriculture qu'il faut diffuser une culture de santé publique. Je ne doute pas qu'elle soit présente, mais qu'il faut peut-être la renforcer. Donc il y a peut-être une nécessité aussi, au lieu de centraliser et trouver un lieu unique, de diffuser cette connaissance, ce que la Commission européenne ou les institutions européennes font à travers un certain nombre de programmes pour s'assurer d'une diffusion d'un certain nombre de connaissances, mais sans centraliser dans un lieu unique. Voilà, c'est pas une réponse négative à cette question-là, mais c'est une question de est-ce que ça serait pas plus, est-ce qu'il n'y aurait pas plus de bénéfices à attendre d'une diffusion plutôt qu'une recentralisation de la question de la santé publique. Merci, Monsieur Courant. Il y a Madame l'ambassadrice Sédou qui lève la main. C'est peut-être pour réagir ou pour répondre? Oui, je vais le faire très brièvement, mais la question est excellente et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la réponse qui vient d'être apportée. Et juste pour dire que déjà avant tout ça, et encore plus maintenant, vu de Genève, où je me trouve aujourd'hui par hasard, mais en circulant au sein du Fonds mondial, d'autres institutions de l'OMS, on s'aperçoit que en matière justement de notion de ce que effectivement la santé publique d'une part, éventuellement même, alors le sujet dont tout le monde parle ici, c'est renforcer les systèmes de santé, ce qui n'est pas tout à fait pareil que de simplement les soutenir. Il y a une dimension évidemment de durabilité, etc. Ce serait bien d'entendre un petit peu plus des voix européennes. Et qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Et je trouve que ce serait vraiment, moi j'appelle de mes voeux vraiment que tout ce débat qui s'annonce passionnant, je suis très heureuse que Madame la députée ait pu partager son expérience vraiment de mobilisation vraiment très, très forte sur le sujet. Mais ce qui se joue, et je renvoie au premier discours du président de la République qui avait dit sur l'Europe, qu'est-ce qui fait de l'Europe quelque chose de spécifique? C'est comme d'autres pays, nous avons le libéralisme politique, comme d'autres pays, nous avons le libéralisme économique, mais plus que d'autres régions, nous avons cette dimension que vous avez rappelé aussi, Madame, en début de discussion, cette dimension sociale. Et dans social, il y a vraiment de la santé. Et j'y faisais un petit peu allusion tout à l'heure, le fait que nous sommes des pays, pour l'essentiel d'entre nous, en tout cas les vieux pays comme l'Allemagne, la France, avec leur vieille tradition d'assurance sociale, qui ont fait de ce pacte fort en santé, enfin c'est évidemment renouvelé après-guerre par toutes les orientations du Conseil national de la résistance, etc. Mais enfin, il y a bien quelque chose qui fait consensus en France, c'est le fait que nous sommes d'accord pour collectiviser au plan national l'accès à la santé. Et évidemment, des débats très, très vifs sur évidemment la part de financement, enfin, de richesse nationale qui doit y aller, sur la qualité des soins, sur finalement qui doit y avoir droit, etc. Bon. Mais sur le principe, voilà un élément fondamental de consensus social qui est tellement évident qu'on l'oublie parfois. C'est un petit peu comme le sol sur lequel on est posé. Si tout d'un coup on n'y prête pas attention, mais enfin s'il devait disparaître, ça se verrait. Et je trouve que nous avons certainement au plan européen
pas mal de choses qui nous rassemblent. Alors, je serais en difficulté pour vraiment parler de façon autorisée de la tradition d'accès à la santé d'autres pays, peut-être parmi ceux qui ont rejoint l'Union européenne plus récemment, mais malgré tout, tous les pays du bloc de l'Est, on avait bien un système collectif de santé. C'était d'ailleurs un des… ça faisait aussi partie des piliers de ce qui a pu être l'histoire de ces pays. Nous avons, je crois, une histoire, un narratif, comme on dit, voilà, un peu trop facilement, mais à raconter au plan européen, qui passe par la capacité, effectivement, à mettre en avant des experts, une vision. Tout est compliqué. Il ne s'agit pas d'avoir des tas de gens qui sauraient dire de façon synthétique et doctrinale qu'est-ce que c'est que la santé, mais en tout cas, être en mesure de proposer une telle expertise et de la proposer de façon qui serait très diffusable, ça me semble un très beau projet sur lequel il y a pas mal de choses qui sont devant nous. Et je m'arrête là pour dire que la France s'est engagée auprès justement de l'Organisation mondiale de la santé à accueillir et financer de manière assez importante une académie de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui aura son siège à Lyon et qui aura précisément pour objectif de promouvoir dans une formation continue et adaptée aux réalités du monde. Et là, on peut voir combien avec cette crise Covid, ce besoin est important, promouvoir eh bien, la formation en santé, des professionnels de santé, bien sûr, au premier chef, et sans doute pas seulement. C'est d'ailleurs l'un des sujets. Et je trouve que cette question qui nous a été posée, les développements qu'on a entendus, et ça vraiment, ça fait écho dans ce que je constate comme étant très certainement un besoin de cette vision européenne. Et je suis désolée, je parle beaucoup, mais là, c'est vraiment, ça renvoie à l'actualité de maintenant. S'il y a quelque chose que cette crise Covid peut permettre de faire, c'est faire enfin ce lien sur le fait que la santé, ça n'est pas une dépense, ça n'est pas un coût. Le président l'a dit à plusieurs reprises, mais enfin, je pense qu'on peut aussi le dire. C'est un investissement, c'est un élément structurant, y compris d'une économie mondialisée. Et c'est important qu'on puisse être novateur et porter une telle vision qui nous semble tellement familière et évidente qu'on oublie de dire qu'elle peut être comment dire, formalisée et défendue, sachant qu'aujourd'hui, en santé, avant la crise, la santé était un des secteurs économiques les plus gourmands. On considère que 10%, ça ce sont des estimations que fait l'OMS, 10% de l'activité économique est consacrée à la santé. Dans bien des pays, c'est tout simplement ce que les gens sont prêts à payer de leur poche en renonçant à d'autres dépenses parce qu'il n'y a pas de système de santé suffisamment fort, il n'y a pas d'accès à la couverture santé universelle et que s'il s'agit de sa propre survie, de celle de ses proches, eh bien, on paye. Et puis on ne s'achète pas d'autres biens et on paye d'abord sa santé avant de penser à autre chose. Je trouve que ce serait bien qu'à la faveur de cette crise, on arrive à proposer quelque chose qu'on a en Europe et qui est structuré, qui va se restructurer encore plus, j'espère et je pense, et qui permet justement d'apporter une expérience et une réponse pour sortir de cette espèce de débat entre santé comme une dépense, voilà, ou un objet, on va dire, d'aide au développement, par exemple, ou santé et donc comme un coût santé finalement livrée dans le fond au mécanisme du marché. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. On arrive presque à la fin. Est-ce qu'il y a Madame Brosset qui voudrait intervenir? Alors, très, très rapidement, parce que si les autres contributeurs veulent dire un mot, simplement pour dire que je partage l'avis de mon collègue sur finalement la formation en matière de santé publique et peut-être en matière de santé publique européenne. Je pense qu'il faut peut-être plutôt se diriger vers la diffusion. L'Europe de la santé doit se donner à voir. Il faut l'enseigner, il faut la divulguer, la diffuser. Et je dois dire que quand j'avais demandé la chaire Jean Monnet auprès de la Commission européenne, j'étais partie de ce constat très simple. Dans les masters 2 dans lesquels j'enseignais en droit, master spécialisé en santé, il n'y avait pas d'enseignement autonome de droit européen de la santé. Les questions européennes étaient intégrées dans les autres enseignements,
mais il n'y avait pas d'enseignement autonome, ce qui était toujours justifié par la faiblesse de la compétence. Donc, je pense qu'il y a ici beaucoup à écrire et à enseigner. Si on regarde la doctrine en matière de droit européen de la santé, toutes les introductions de tous les manuels, les auteurs viennent se justifier de faire un manuel qui ne soit dédié qu'à cette branche naissante du droit européen. Et puis une autre remarque sur valeurs communes, sur ces communs en matière de santé, je partage tout à fait cet avis. Cette crise nous a montré qu'on avait à affronter et qu'on a affronté des défis communs, parmi lesquels les pandémies en premier lieu, qui ne connaissent pas les frontières, comme toutes les questions afférentes à l'environnement. Et puis, je pense que cette crise nous a aussi montré que parmi ces communs, il n'y a pas que des défis, il y a aussi des valeurs. Et je relis souvent une déclaration qui avait été faite par les États sur les valeurs et principes qui fondent les systèmes de santé, qui est une déclaration de 2006, où au sein du Conseil, tous les États s'étaient mis d'accord pour exposer ces valeurs qui finalement traversent également, comme la pandémie, les frontières. Et parmi ces valeurs, on trouvait celles que Madame l'ambassadrice a rappelées, mais on pourrait aussi parler du principe d'autonomie personnelle, du principe de dignité, de valeurs qui peuvent aussi irriguer les questions bioéthiques. Merci beaucoup, Madame Brosset. Est-ce que Madame Créé-Lenoir voudrait dire quelque chose avant de conclure? Oui, que je bois du petit lait. Madame l'ambassadrice a fait un véritable plaidoyer pour ce que nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire la santé dans toutes les politiques, health in all policies, dans toutes les politiques françaises, dans toutes les politiques européennes. En plus, elle a rappelé à mon cœur de lyonnaise que 2 très gros événements ont eu lieu ou auront lieu à Lyon. Le Fonds mondial de la santé, où j'avais le privilège d'être en compagnie du président Macron et de Madame Touraine qui préside United. Et puis l'Académie mondiale de l'OMS qui effectivement devra s'implanter à Lyon. Donc même dans mes racines territoriales et nationales, finalement, je me sens également très présente. Sinon, tout ce que vous avez dit sur la santé publique est absolument juste. La commission environnement, santé publique, sécurité alimentaire, dans laquelle je siège avec Pascal Canfin, fait précisément ce lien. Juste une petite note, peut-être d'autocritique, pour dire que la France n'est peut-être pas le pays le plus exemplaire, en tout cas jusqu'ici, en matière de santé publique et de prévention, et que dans ce benchmark que nous faisons avec les autres pays européens, en particulier ceux du Nord, nous avons beaucoup à prendre et à apprendre en matière de prévention, de promotion de la santé, de vaccination. Donc ça aussi, c'est un des privilèges de l'Union européenne que de pouvoir regarder à côté de soi ce qui s'y fait parfois moins bien, mais parfois mieux, et c'est le cas de la santé publique. Après, est-ce qu'il faut construire un nouvel institut? Je partage le scepticisme de M. Coron et il l'a mieux dit que moi. Merci pour cette question en tout cas. Parfait. Merci beaucoup, Madame la députée. Et enfin, je voudrais remercier tous les intervenants pour ce débat, Monsieur Coron, Madame Créé-Lenoir, Madame Rosset, Madame Sédou. C'était passionnant. Vous êtes optimiste, c'est très bien. Il faut continuer à l'être. Et juste avant de se quitter, on va prendre une photo de famille. Donc, je vais demander à tous les participants, s'ils le veulent, s'ils le peuvent, d'allumer leur webcam rapidement parce que l'ambassadrice doit partir dans 1 minute. Et Open Diplomacy, donc il y a Hippolyte qui prend la main, il va prendre la photo. Hippolyte. Super, merci beaucoup Ali. Alors, maintenant que tout le monde est là, donc je vais compter jusqu'à 3 et je vous laisserai sourire pour qu'on puisse immortaliser ce beau moment. Ok, c'est parti. 1, 2, 3. Ok, super. Merci bien. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée et peut-être à très bientôt chez Open Diplomacy. Merci beaucoup, j'ai beaucoup appris pendant ce débat. Je vous remercie. Au revoir. Merci à vous. Merci et bravo. Merci aux participants. Merci, bonne soirée.